Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Imosphère. Parler immobilier aujourd'hui, c'est faire référence au monde d'hier, des hommes et des femmes qui ont marqué et qui marqueront leur passage, leur implication avec des résultats qui permettent aujourd'hui à des milliers de personnes de faire avancer ce secteur en pleine mutation. L'immobilier, c'est 20% du PIB en France, c'est le 5e employeur avec près de 2 millions de personnes qui travaillent dans le bâtiment, la construction, l'immobilier, donc autant de personnes qui sont aujourd'hui en quête d'évolution. Et pour comprendre cette mutation de ce secteur depuis une vingtaine d'années, j'ai donc souhaité avoir sur le plateau d'Imosphère Alain Béchade. Bonjour Alain Béchade. Bonjour Nicolas Tarnot. Alors je rappelle que vous êtes professeur au CNAM et directeur de l'ICH. Bonjour Guy Marty. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Institut d'épargne immobilière et foncière, également rédacteur en chef de la revue Réflexion immobilière, qui est un trimestriel, une revue extrêmement lue par la profession. Alors Alain Béchade, la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est pourquoi vous êtes un jour arrivé dans l'immobilier? Comme beaucoup de gens par hasard, dans les années 70, on n'avait pas de vocation à aller dans l'immobilier et je m'ennuyais dans des services juridiques de grands groupes et c'était l'époque bénie, je dis ça pour les jeunes, où on ouvrait le journal et on trouvait un emploi. Et j'ai répondu à une annonce d'une société qui aujourd'hui est disparue, qui s'appelait Bourdet, et qui était un conseil dans l'immobilier d'entreprise, qui était très nouveau, c'est-à-dire que l'immobilier n'était pas logement pour moi, l'immobilier c'était l'immobilier d'entreprise, on dirait aujourd'hui du B2B. Est-ce que c'est un regret ou c'est vraiment aujourd'hui, après cette expérience? La vocation est venue avec le culte, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est à force de pratiquer, de réfléchir que je me suis pris au jeu de ce secteur économique important, comme vous le rappeliez, et qui touche également à la vie des gens au travail ou chez eux. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Alors Guy, la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est qu'est-ce qui vous a marqué durant toutes vos années passées dans ce secteur de l'immobilier? Alors, déjà, ce qui m'a vraiment marqué, puisque moi aussi je venais d'un autre secteur, moi je venais plutôt du secteur du domaine des placements, du conseil aux particuliers et du secteur financier en fait. Et ce qui m'a frappé quand je suis arrivé dans ce secteur, c'est d'abord qu'il y a des gens formidables et des gens qui ont des cultures ou des pratiques ou des points de vue totalement différents. Vous avez dans l'immobilier, ça va de l'architecte au promoteur, au juriste, en passant par l'investisseur, etc. Donc beaucoup de points de vue extrêmement divers. Donc ça, c'est la première chose. Et puis alors l'autre chose qui m'a vraiment frappé, c'est que c'est un secteur où il n'y avait pas d'information, c'est-à-dire comme ça que je suis arrivé dedans, et il n'y avait pas de culture écrite, de tradition écrite. C'est-à-dire que l'une des premières choses que j'ai faites en arrivant dans le secteur, ça a été de lancer justement cette revue Réflexion immobilière. Il y a énormément de choses dans l'immobilier. Il y avait des revues très techniques sur la construction, il y a d'excellentes revues de droit, etc. Mais il n'y avait pas une revue généraliste où se rencontraient par exemple tous les professionnels. Bon. De même, on a lancé une édition d'un livre qui existe toujours, qui est remis toujours chaque année, qui s'appelle Le marché immobilier français, c'est-à-dire qu'une sorte de récapitulation de tous les chiffres, les statistiques, les grandes données, etc. C'est dans ce livre qu'on a commencé la mesure qui n'existait pas en fait, même si les petits morceaux sont un peu partout, par exemple du poids de l'immobilier dans l'économie, ou par exemple qu'est-ce que les investisseurs détiennent en France, etc. etc., etc. Voilà. Donc il y avait une sorte d'absence de tradition écrite. On a lancé par exemple l'un des premiers, on pourrait dire, grands colloques de l'immobilier. Alors maintenant il y en a plein, maintenant tout le monde se rend compte, il y a beaucoup de choses, etc. Mais quand on a démarré, nos réunions étaient l'une des premiers endroits où les gens de l'immobilier ou de différents secteurs financiers, juridiques, etc., pouvaient se rencontrer pour parler en général immobilier. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé. C'est quelque chose qui a considérablement évolué aujourd'hui. Alors Alain Béchade, depuis 30 ans, est-ce que l'immobilier résidentiel, l'immobilier tertiaire, l'immobilier commercial, est-il plus présent dans l'économie aujourd'hui en France qu'il y a donc 30 ans? Plus présent, non, car il y a 30 ans, c'était la fin des 30 Glorieuses. Vous savez, donc quand je suis rentré dans l'immobilier par hasard, on assimilait, comme souvent encore aujourd'hui, immobilier avec logement. Donc on sortait d'une période très forte.
je pense que les proportions de présence ont changé, mais que l'immobilier est toujours aussi présent dans l'économie française. Ce qui m'avait marqué, moi, assez vite dans ce secteur, c'est cet incroyable décalage qu'il y a entre les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, locaux ou nationaux, et l'évolution des choses. Quand je suis arrivé, c'était la fin de l'expansion industrielle, etc., et l'émergence du tertiaire. Eh bien, il n'y avait que des lois qui empêchaient qu'on construise des bureaux. Ça m'a toujours frappé ça. Il y avait l'agrément. C'est une vieille histoire française qu'on partageait avec Téhéran et l'Albanie. Il faut dire qu'on était en bonne compagnie. Eh bien, ça m'a toujours frappé, c'est cette difficulté de s'adapter à une situation qui évolue, qui souvent échappe un peu aux élus, qu'on va peut-être retrouver à la fin du cycle qui meurt en ce moment, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on va faire pour adapter l'immobilier à un nouveau cycle qui se dessine. C'est une chose qui m'avait frappé, cette difficulté d'adaptation, et grâce à des revues que dirige Guy Marty, j'avais souvent fait passer cet nombre d'idées et d'analyses. Alors Guy, justement, sur la mutation de l'immobilier dont on parle depuis un certain nombre d'années, est-ce que la finance, est-ce que Internet ont influencé, ont révolutionné ce secteur? Alors, évidemment, mais il faut le situer de façon un tout petit peu plus large. Il y a plusieurs choses qui ont révolutionné le secteur, C'est d'abord, il y a eu un effet transparence. Quand j'ai parlé d'absence de culture écrite il y a une trentaine d'années, on voit que peu à peu, il y a eu de plus en plus d'informations, de plus en plus d'analyses, et donc le secteur s'est ouvert. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, tout ce qui est économie mondiale, ou économie en France va évidemment terriblement marquer l'immobilier. De même d'ailleurs que l'immobilier, vu son poids, va marquer l'économie. Et ça aussi, ça a changé. C'est-à-dire que il y avait très très peu. Bon, on sait très bien, et c'était vrai dans le monde entier d'ailleurs, on sait très bien que par exemple la grande crise des années 90, fin des années 80, début des années 90, n'avait été anticipée par aucun économiste nulle part dans le monde. Alors c'est une crise énorme qui a causé à l'époque d'énormes problèmes aux économies et même au système bancaire et aux banques de tous les pays. Bon. Ça a changé. C'est-à-dire qu'il y a aussi une intégration de l'immobilier dans une vision économique plus profonde. Bon, et en particulier, nous, à l'EUIF, on a vraiment un travail d'économie appliquée à l'immobilier et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Bon. Et en réalité, l'immobilier, c'est juste un métabolisme dans l'économie. C'est-à-dire que quand les entreprises changent, que par exemple vous avez des entreprises, on l'a beaucoup vécu, qui ont, alors bon c'est comme ça, mais malheureusement délocalisé, donc elles ont elles ont plutôt utilisé des usines dans des pays émergents, mais à l'inverse, elles ont renforcé le siège social. Et c'est comme ça qu'on a vu le secteur secondaire, en fait, être très 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 demandeur de bureaux. Donc il a fallu que le secteur immobilier suive. De la même façon, pour le commerce qui a beaucoup changé, l'immobilier a dû suivre et accompagner. Aujourd'hui, vous avez pour les données des data centers, c'est encore une question d'immobilier à suivre. Donc, toutes ces évolutions économiques, ces transformations, là où le monde nous emporte en fait, l'immobilier est au service des entreprises, par exemple, pour suivre. Et puis alors, évidemment, Internet, ça bouge beaucoup parce que le fait qu'on puisse sur son iPhone ou sur son iPad ou sur BlackBerry, enfin bref, communiquer beaucoup, ça change complètement les données techniques nécessaires pour un immeuble. Autrefois, il fallait vraiment des fils, des connexions, etc. Maintenant, ce n'est plus la même chose. De même que l'Internet est en train de retirer à l'immobilier de bureau, par exemple, une certaine fixité. On est au bureau, même dans la rue. Donc, tout ça, ce sont des évolutions qui changent complètement le monde et qui influencent évidemment beaucoup l'immobilier. Et donc, les professions et donc la façon de travailler. Alors, Alain Béchade, est-ce que justement, depuis une trentaine d'années, est-ce que les acteurs, est-ce que les métiers ont évolué? Est-ce qu'on s'est professionnalisé? Alors, reprenons l'exemple d'Internet. Il y a 30 ans, le pouvoir, entre guillemets, des intermédiaires immobiliers résidait sur la connaissance qu'ils avaient de l'offre. Or, aujourd'hui, ils ne peuvent plus se baser là-dessus puisque l'offre est accessible à tout le monde par Internet. Donc, on a remplacé la connaissance de l'offre par le savoir conseiller. Donc, le métier a beaucoup évolué puisque maintenant, il faut être un sachant pour conseiller le meilleur produit par rapport à la demande exprimée par la personne, un particulier ou à une entreprise. Donc, c'était la première chose. On est passé du commercial au conseil. C'était une première évolution. La deuxième chose, Guy a raison de le rappeler, et c'est un défaut de l'immobilier. Prenons garde, car je retrouve ce défaut qui revient avec les économies d'énergie. On essayait après ça de justifier de nouvelles opérations immobilières à partir de technologies qui échappent à l'immobilier. Exemple, les câblages.
Dans les années 90, on parlait d'immeubles intelligents. Le seul immeuble intelligent que je connaisse, c'est l'immeuble occupé. Le reste, ce n'est que du verbiage, etc. Et là, on voit réapparaître les immeubles verts, la valeur verte, etc. Et on va se poser beaucoup de questions. C'est-à-dire, un immeuble n'est pas fait pour produire de l'énergie. Un immeuble, il est fait pour accueillir des individus, pour se loger ou pour y travailler. Alors, ça, c'est des grandes évolutions que l'on voit, mais on retrouve ces vieilles trames de techniques, c'est-à-dire des justifications de produits par des techniques qui ne sont pas immobilières et qui nous échappent. Alors justement, à la Béchade, vous qui avez vécu ces dernières décennies avec avec un regard extrêmement ouvert, est-ce qu'il y a des événements qui vous ont marqué? Dans l'économie immobilière en général, oui. Il y a eu d'abord l'émergence de l'immobilier de bureaux dans la plupart des villes, qui s'est faite, comme je vous le disais tout à l'heure, non sans difficulté. J'ai souvenir de la mairie de Saint-Denis qui ne voulait pas qu'on fasse sur la plaine Saint-Denis des immeubles de bureaux et qui rêvait encore d'usines à une époque où les usines disparaissaient. C'est la première chose qui m'a frappé. Rendons aux Anglais ce qui est aux Anglais, c'était les Britanniques qui avaient les premiers fait développer des opérations de bureaux en France, avec peu de succès d'ailleurs. À la fin des années 70, ils ont laissé pas mal d'ardoises, mais c'est eux qui les premiers avaient fait que l'on construisait des immeubles pour être des immeubles de bureaux et qu'on ne transformait plus des immeubles de logement en bureaux. C'est la première chose qui m'avait frappé, c'est cette nécessaire adaptation. La deuxième chose, c'est que de tous les métiers que j'ai fait dans l'immobilier, le plus complet à mes yeux, c'est promoteur. Car un promoteur est un industriel, un commercial, un financier, un technicien, un juriste. Dans un immeuble, il y a plus de règles de droit que de béton. Et c'est un des métiers transversaux les plus complets que je connaisse. Et puis la troisième chose qui m'a frappé, c'est que l'histoire de l'immobilier, c'est l'histoire d'hommes intelligents qui finissent souvent par déraper. C'est peut-être pas exclusivement sur l'immobilier, mais c'est une chose que j'ai observée. Alors justement, pour enchaîner sur la suite, Guy Marty, vous en tant qu'économiste, en tant que professionnel, comment aujourd'hui vous donneriez la réponse au manque de logement dans les zones tendues? Est-ce que vous avez réfléchi à cette problématique? Comment trouver une solution rapide et pertinente? Alors, bien sûr que nous avons réfléchi. D'ailleurs, c'est l'un de nos chercheurs associés qui a beaucoup fait évoluer dans les 3-4 dernières années qui viennent, de passer la vision que les uns et les autres peuvent avoir du logement, notamment en sortant des chiffres, des analyses, enfin un peu plus pertinentes. Mais moi, j'avoue que je trouve que la situation est extraordinaire, que je suis aussi bien choqué, catastrophé, et je pense qu'on devrait garder une capacité d'étonnement devant cette situation invraisemblable. La France est le seul pays au monde, on peut même dire le seul pays européen, pour resserrer un peu les choses, où on parle crise du logement plus de 60 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et on en a parlé en permanence. Et sans jamais se dire, tiens, si notre façon de traiter le problème n'était pas la bonne. Parce que c'est extraordinaire. On a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'en France, on fait des enfants. Hein, si je voulais être très caricatural. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Oui. On bascule vers l'avenir. On a une population jeune. Ce qu'on peut dire, c'est que dans 20 ans, les problèmes de retraite ne seront pas les mêmes en France qu'en Allemagne ou qu'en Italie ou qu'en Espagne, parce que les Français, depuis 10-15 ans, ont repris, disons, le chemin d'une natalité importante. Et si pour le cas où vous auriez de mauvaises pensées, je vous signale que ce retour vers plus d'enfants, il est dans les classes moyennes. Hein, ce n'est pas que l'immigration. Bon. Donc, on a une bonne nouvelle fondamentale. Et avec ça, on a sans arrêt un problème, qui est qu'on n'a jamais assez de logements, donc les loyers sont trop élevés, donc les prix sont trop élevés, et ça dure. Alors, si on commençait à mettre au panier toutes les solutions qui ont été employées depuis 30, 40 ans, ou depuis 20 ans, ou depuis 10 ans, et qui, régulièrement, et qui n'ont pas marché, hein, ça s'appelle réquisition, hein, ça s'appelle encadrement des loyers. Vous savez, on dit les loyers sont chers. Bon, comment faire pour que les loyers soient moins chers? Eh bien, il faut qu'il y ait plus de logements. Et ça s'arrête là. Alors, vous voyez, sans vouloir faire de politique, parce que de toute façon, tout ministre du Logement commence dans ses premiers mois à faire des choses un peu étranges, et puis après, finalement, va essayer de redevenir pragmatique. Mais le premier, là, on a ce qu'on appelle un amortissement du flot, un avantage fiscal du flot. Bon, il est très bien. Il est très bien, sauf qu'il ne va résoudre aucun problème.
dans la mesure où il se situe à l'intérieur, vous savez, de la niche fiscale, des niches fiscales de 10 000 euros. Donc en gros, on dit, on va donner un avantage fiscal à ceux qui n'utilisent pas encore leurs 10 000, donc ceux qui ne payent pas d'impôts. Voilà, en gros, c'est ça. Si on veut un avantage fiscal qui fonctionne, faisons quelque chose de très simple, dans lequel on accepte que ceux qui payent beaucoup d'impôts puissent réduire leurs impôts. Ouais, mais sinon, ne parlons pas d'avantage fiscal. Bon. Autre chose très simple, on dit, voilà, il faudrait obliger les institutionnels. Mais obliger les institutionnels. Vous savez, derrière les institutionnels, il y a des particuliers. Donc, si, par exemple, les sociétés qui sont cotées en bourse sont obligées d'acheter du logement, est-ce qu'il est sûr que les particuliers derrière, ou les investisseurs qui sont derrière, vont continuer à leur donner de l'argent à elles, voilà, etc., etc. Il y a une façon très simple. Les Français aiment la pierre. Bon, les Français aiment la pierre. Quelque part, ils sont contents d'y aller. Acceptons de trouver des mesures très simples, comme on l'avait fait à une époque avec la bourse, où on avait donné des avantages fiscaux très très simples, qui soient des choses faciles à comprendre, qui soient des choses durables, hein, qu'on ne soit pas obligé d'acheter dans les 3 mois qui viennent, mais qu'on se dise, voilà, sur 10 ans, sur les 5-10 prochaines années, je peux me faire un plan pour une... Voilà, et on fait quelque chose de très simple dans lequel on dit aux Français, vous faites ce que vous voulez avec cet avantage fiscal. Vous achetez pour habiter, ou vous achetez pour louer. Et puis si vous voulez acheter dans le neuf, vous achetez dans le neuf. Si vous voulez acheter dans l'ancien, vous achetez dans l'ancien. Mais un avantage fiscal simple, neutre, dans lequel les Français fassent ce qu'ils veulent. Ils aiment la pierre, ils vont le faire. Et donc, il y aura des flux d'épargne vers le logement, là où l'État a du mal. Et puis, il y a un autre aspect quand même qu'il ne faut jamais oublier. Il y a deux pays en Europe où on n'a pas réussi à construire autant qu'il n'y avait de nouveaux ménages, si vous voulez. Hein. Et ces deux pays, ils ont un point commun, hein, c'est la France et l'Angleterre. Le point commun, c'est que dans ces deux pays, le permis de construire est donné par celui qui serre la main de ses électeurs dans la rue, le maire. Donc évidemment, si vous êtes maire d'une petite commune, vous savez que si vous commencez à donner un permis de construire, après on va vous réclamer des crèches, on va vous réclamer des écoles, vous n'avez pas les moyens. Et puis surtout, on va dire, attendez, vous construisez, vous allez faire battre aux élections suivantes. Donc, on a donné le pouvoir de construire au seul qui, en fait, ne peut pas donner cette libération de construction. Donc, remontons le pouvoir de construire, par exemple, à la communauté d'agglomération, là où il y a peut-être plus de budget pour faire des crèches, pour faire des écoles, pour avoir des services, des transports, etc., et où les élus sont moins en prise directe avec le fait qu'ils ont accepté de faire un immeuble ici, des maisons là, etc. Voilà. Donc, si on pouvait agir sur ces deux points, d'ailleurs, simplement, enfin, ces deux points. Le premier, laisser les Français faire ce qu'ils seraient très contents de faire, c'est compléter un peu leur épargne immobilière. Et deuxièmement, libérer la construction. Ce jour-là, il y aura plus de logements. C'est vrai que les loyers sont moins élevés. C'est vrai que les prix seront moins élevés, mais le marché va se remettre en route. Et je voudrais dire un dernier point, c'est que ce qui est terrible, c'est qu'à force d'avoir cette crise du logement qui dure. D'abord, on nuit aux entreprises. Vous avez des entreprises qui, à certains endroits, ne peuvent pas embaucher parce qu'il n'y a pas de logement pour ceux qui voudraient embaucher. Donc, on freine. Donc, le coût immobilier est un frein à la mobilité. Le coût immobilier est un frein à la mobilité, bien sûr. Ou le bien immobilier, la disponibilité. La disponibilité. Et je pourrais vous citer différents endroits où on m'a invité à expliquer un peu ce qui se passait parce que les entreprises avaient des problèmes pour embaucher. Non pas parce qu'elles ne voulaient pas embaucher, mais parce que pas de logement pour les salariés qu'elles auraient embauchés. Bon. Donc, il y a un problème là. Et l'autre point, c'est que pendant qu'on s'occupe de résoudre cette crise du logement, on ne fait pas autre chose. Or, il y a plein d'autres choses pour vivre dans la compétition économique d'aujourd'hui et de demain. Donc, il faudrait résoudre cette crise et commencer à se dire, au fond, faire une différence entre les idées séduisantes, hein, celles sur lesquelles il est facile de mettre tout le monde d'accord, et puis les idées qui marchent. Ouais. Guy Marty, merci beaucoup. Alain Béchade aussi. Un petit mot, c'est la leçon qu'on peut tirer de ce qu'il vient de dire. Oui. En immobilier, comme peut-être d'autres choses, la fiscalité n'est jamais la solution. Et je crois qu'il faut bien s'en souvenir. Et pour les investisseurs, souvent, loi varie, bien folle qui s'y fie. Citations et proverbes et messages envoyés à toutes les personnes qui nous regardent. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu présent sur le plateau d'Imosphère. Merci de nous avoir regardés. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission pour parler immobilier. À très bientôt.